à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui est un point lecture assez conséquent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 romans dont je voulais vous parler. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que pendant les vacances du mois d'avril je me suis fait une entorse, je suis tombée et du coup obligée de rester pas immobile mais je peux pas beaucoup marcher donc forcément qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bouquiné, d'où ce nombre assez impressionnant de livres que j'ai lu en quelques jours, voilà. Et oui, un mal pour un bien. Allez, on commence tout de suite, trêve de blabla. Alors c'était le mois de la fantaisie, pas de la fantaisie, c'était le mois de la science-fiction, donc SF avril, je vais y arriver, avril autour de la SF organisée par Céline Lecture sur Instagram, auquel j'ai participé. Je n'ai pas lu que des romans de SF, mais j'en avais mis quand même pas mal dans ma pile à lire du mois d'avril. Donc vous allez voir, il y a de la SF, il y a de la fantaisie, et puis il y a un coup de cœur pour un thriller. On y va, c'est parti. Alors, je commence par le livre que je n'ai pas aimé, dont je ressors plus que mitigée, c'est Cathédrale de Hermine Lefebvre, audition Magique. Magique, c'est le nouveau label poche des éditions Léa. Donc ils vont sortir petit à petit leur grand format en format poche. J'aime beaucoup leur ligne éditoriale, je la trouve vraiment très belle. Alors ici déjà, on est dans un roman young adult de fantasy. Donc déjà moi, young adult... je pense que j'ai vieilli et je pense que ça ne me correspond plus. On est dans un monde, en gros, avec d'un côté les nobles qui appartiennent, donc qui ont tous les pouvoirs, etc. Et puis d'un côté le peuple. Et nous, on va être avec deux personnages. D'un côté Étienne qui appartient au peuple, qui va être sélectionné parce qu'il a un pouvoir. Il a le pouvoir de manipuler un peu les métaux, de les soumettre à sa volonté un peu comme il le souhaite. Et il va donc intégrer une prestigieuse école, une prestigieuse académie qui s'appelle Cathédrale. Et dans cette prestigieuse académie, il n'y a pratiquement que des fils de comtes, de ducs, des princes, des princesses. Et on va suivre un autre personnage qui s'appelle Lionel, qui lui donc est le fils d'un... je crois qu'il est duc, hein, il me semble. Et donc, à elle seule, cette cathédrale, cette académie concentre tout ce qu'on peut retrouver dans la société au niveau des tensions, notamment des tensions entre les différents duchés. Voilà. Nos personnages, je sais pas trop quel âge ils ont, hein. Ils peuvent avoir 14 comme 17 ans, c'est pas vraiment dit. Et donc, il y a des tensions politiques qui vont éclater au sein des différents duchés, et en fait la reine, il y a quand même une reine qui unifie tous ces peuples, dit qu'au sein de Cathédrale est caché un cœur sacré, et que elle lance un défi, celui qui trouvera ce cœur sacré, qui est une énigme, pourra unifier le royaume. Voilà. Ça va tourner autour de là-dessus. Alors, je trouve déjà, moi j'ai eu beaucoup de mal avec la plume. L'autrice, elle écrit très bien. Vraiment, elle écrit, je n'ai rien à dire au niveau de l'écriture, c'est très travaillé. Mais je trouve que du coup, c'est peut-être trop travaillé. Un peu empoulé parfois, les personnages se vouvoient, on est vraiment dans un monde de noblesse et je trouve que parfois du coup tout ça n'est pas très naturel et moi ça m'a assez gênée dans ma lecture. Après j'ai trouvé que comme je viens de vous le dire, c'est hyper travaillé, on sent qu'elle a passé du temps sur son texte, que c'est pas bâclé, hein. Franchement elle a dû passer elle a dû réviser son texte, il y a vraiment un travail de dingue. Mais d'un autre côté, c'est pas abouti. Par exemple, vous avez la magie qui est à peine abordée. On sait que notre personnage d'Étienne, il a cette capacité à manier le métal dans tous les sens, mais c'est jamais exploité. À un moment donné, on nous parle d'espèces de génies, des animaux qui seraient un peu nos génies, etc. On les voit apparaître 2 ou 3 fois, on nous en dit pas plus. Pareil, cette cathédrale qui semble, donc cette académie baptisée cathédrale qui semble vivre, qui semble avoir sa vie propre, ce monument, c'est pas exploité. Et en fait, c'est au profit de la relation entre Lionel et Étienne. Je vous dis Étienne depuis le début, le mec s'appelle Frédéric. Je sais pas d'où je vous sors le Étienne. Non mais, je sais pas pourquoi je pense, parce que vous savez quoi, je pense à Étienne Lantier dans Germinal, voilà, aucun rapport. Donc au profit de Frédéric et
je me désespère. Et Lionel, où on exploite vraiment leur relation, qui ne m'a pas intéressée. Voilà. Et on est dans une sphère politique, dans une académie avec des enfants. Je vois pas très bien. Alors oui, ce sont des héritiers, mais à 17 ans, c'est pas eux qui vont gouverner le royaume. Voilà. Donc il y a des choses qui sont positives. En fait, on sent qu'elle a vraiment du potentiel, cette autrice. C'est très travaillé, il y a du positif, il y a de bonnes idées, mais d'un autre côté, paradoxalement, ce n'est pas, pour moi, c'est pas abouti. Donc je suis allée au bout. J'ai pas aimé. Ça arrive. Ensuite, je bascule sur de la fantasy. Puisque je vais vous parler... Ouais, on va faire ça. En fait, je vais faire la fantasy, ensuite la science-fiction. Arborescente, le tome 1 de Frédéric Dupuis, aux éditions Bragelonne. C'est l'auteur qui m'a contacté pour lire son œuvre. J'ai accepté, donc il me l'a envoyé gentiment. Alors, on est sur... Alors là aussi, c'est assez étrange. Je l'ai mis dans la fantasy, mais ça coche plusieurs cases. Ça coche la fantasy, ça coche la science-fiction, ça coche le conte. C'est une œuvre vraiment hybride et c'est très compliqué, on ne peut pas la ranger dans une case. Donc déjà, partez dans l'optique que vous allez lire quelque chose de très étrange. Au tout début, on est en Amazonie et on va suivre des Indiens d'Amazonie et on se rend compte qu'ils ont trouvé une plante qui s'appelle... c'est une espèce de champignon en fait, une plante champignon, la plante grenouille, ils appellent ça la plante grenouille je crois. Et elle est capable de guérir, c'est une panacée, elle peut tout guérir. Et bien sûr vous avez un scientifique, enfin pas un scientifique, plutôt un homme qui a des laboratoires pharmaceutiques qui veut s'emparer de ce produit miracle, parce que lui-même est malade. Voilà, donc on va avoir d'un côté ce grand méchant qui peut tout bousiller devant lui, laboratoire pharmaceutique, pour s'emparer d'une plante grenouille hyper rare. Vous avez une scientifique qui va être un peu dissidente, qui elle se rend compte que ce qu'elle fait c'est pas forcément très bien. Et vous allez avoir un troisième point de vue où là on va être avec une petite fille qui s'appelle Hélène, qui a 11 ans je crois, qui est dans un orphelinat. Et Hélène, elle a décidé de ne plus dormir parce que sa mère, en fait, un jour a succombé à... C'est une maladie qui se déclenche entre 20 et 30 ans. C'est le syndrome de la Belle au bois dormant. Sa mère s'est endormie, ne s'est plus jamais réveillée. Et donc Hélène se dit, je veux pas finir comme ma mère, donc elle s'empêche de dormir. Elle est exécrable, elle ne parle à personne. Bref. Voilà. Et un jour, cette Hélène va être propulsée dans un monde un peu féerique où on va lui dire qu'on peut la guérir. Dans une espèce de monde à la Alice au pays des merveilles, avec des choses très très bizarres. Voilà. Donc vous avez un côté science-fiction qui concerne tout ce qui est le laboratoire pharmaceutique avec cette fameuse plante grenouille. Vous avez d'un autre côté tout un pan un peu du... Alors je dirais que c'est entre la fantaisie et le merveilleux, le conte. Parce que vraiment on a l'impression, quand on suit Hélène, elle bascule dans un monde un peu à la Alice au pays des merveilles. Alors l'auteur il a des idées de ouf, c'était assez drôle de suivre Hélène dans ce monde complètement barré parce que franchement je ne sais pas où il va trouver ses idées mais c'était... moi je me suis beaucoup amusée à la suivre. Et vous avez aussi un côté un peu jeunesse quand on suit Hélène, parce que forcément elle a 11 ans, donc on a tout ça mélangé, ça fait une œuvre un peu hybride, un peu étrange. J'ai beaucoup aimé moi la partie science-fiction en fait, c'est ce qui m'a vraiment le plus plu, de suivre cette scientifique un peu dissidente qui se rend compte que les labos pharmaceutiques ne font pas que le bien et sont prêts à tout pour arriver à leur fin et faire du profit, ça c'était intéressant. Le côté avec Hélène, c'est pas que ça m'a moins séduit mais c'était un peu plus jeunesse. J'ai quand même aimé, quand elle est dans cette espèce de monde, on sait pas trop en fait si elle rêve. Alors on a le fin mot de l'histoire quand même, hein, on sait ce qu'il en est à la fin, mais c'est un peu étrange parce qu'on pénètre dans... Voilà, comme si on était tombé de l'autre côté du terrier, c'est assez bizarre. Et je me suis laissée quand même me prendre en jeu. À savoir que c'est un premier tome et je crois que, voilà, saga en 4 volumes. Donc forcément l'auteur ici place ses pions, présente ses personnages, présente son monde. Donc il se passe des choses, mais il y a une grosse mise en place de tout son univers qui est assez barré. Voilà, sachez-le. Si vous vous lancez dans cette lecture, c'est
c'est pas une lecture conventionnelle. Ouais. L'auteur a beaucoup d'idées et il faut se laisser porter par le merveilleux. Mais j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur. Ensuite, je passe donc à tout ce qui est science-fiction. Je vais aller très vite parce que c'est un tome 2. J'ai lu Wayward Pines épisode 2 Rébellion de Blake Crouch aux éditions Gallmeister dans leur collection Totem. J'avais lu le premier tome au mois de mars, où nous avons lu en lecture commune au mois d'avril le deuxième tome, que j'ai beaucoup aimé. Sans spoiler, on suit donc Ethan. Alors, je vous rappelle ce qui se passe dans le premier tome. On suit Ethan Burke qui vient d'avoir un accident, qui se réveille dans la ville de Wayward Pines. Il ne sait plus qui il est, il ne sait pas ce qu'il fiche là. Et il va se rendre compte que cette ville est étrange, elle est un peu coupée du monde et qu'il n'arrive pas à en sortir. Je n'en dis pas plus, voilà. Dans ce deuxième tome, comme les choses ont été posées dans le premier tome, ça permet d'explorer davantage la psychologie des personnages, notamment leur passé, ça j'ai beaucoup aimé. On en apprend plus sur cette ville étrange et il va y avoir un meurtre qui est commis et Ethan va être chargé d'enquêter sur ce meurtre et donc on avance un petit peu et ça se finit sur un cliffhanger de ouf, voilà. Alors j'ai pas le troisième tome sous la main, il faut que je me le procure. Je le lirai pas au mois de mai parce que j'ai une palle de folie, mais je le lirai sûrement au mois de juin pour ce troisième tome et comme ça j'aurai terminé la saga. Mais c'est de la SF, thriller SF, c'est punchy. Si vous avez une panne de lecture, lancez-vous là-dedans, vraiment ça marche du feu de Dieu. Ensuite, côté SF, je me suis envoyée avec Dorian, on a lu La chute d'Hyperion de Dan Simmons aux éditions Pocket, donc c'est une intégrale. Ça regroupe en fait 2 tomes. Alors, nous avions lu Hyperion il y a 2 ans au mois de mai, et donc on a poursuivi la saga avec La chute d'Hyperion. C'est du space opéra, c'est du planète opéra. C'est une œuvre monumentale, il fait 730 pages, c'était énormissime. Donc en fait nous sommes sur une planète, Hyperion, sur laquelle les tombeaux du temps, on apprend un peu ce que sont les tombeaux du temps au fur et à mesure, même si ça reste très nébuleux, se sont ouverts. Et d'un autre côté, alors oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que la planète Terre n'existe plus, donc les hommes, les humains ont colonisé la galaxie, sont sur différentes planètes. On peut voyager avec des portes distance, en gros on se téléporte entre guillemets. Et c'est l'hégémonie qui gouverne, mais cette hégémonie va être menacée par les extraterrestres. On appelle ça les extraterrestres, on les appelle les extros. Donc d'un côté il faut mobiliser l'armée pour repousser ces envahisseurs. D'un autre côté, on a ces tombeaux du temps qui menacent également la planète Hyperion. Et donc on va envoyer 7 pèlerins qui vont devoir affronter cette affreuse créature qui s'appelle le Gritch, une espèce de... on sait pas trop ce que c'est, hein. Et en fait, le pèlerin qui pourra survivre pourra faire un vœu. Donc dans le premier tome, enfin dans Hyperion, on suivait les 7 pèlerins, et en fait ce qui était passionnant, c'est que chaque pèlerin prenait la parole et racontait son histoire, qu'est-ce qu'il avait amené sur Hyperion, c'était vraiment génial. Dans ce deuxième tome, on est plus dans du space opéra parce qu'on est au cœur de la bataille entre l'hégémonie et les extros. Donc, c'est pas que ça m'a moins plu, mais on est beaucoup dans la politique, dans les combats, etc. On suit un peu moins nos personnages, mais on en apprend beaucoup plus sur les tombeaux du temps. Il y a beaucoup de révélations. En fait, c'est énorme, je peux pas vous résumer ce truc, il faut le lire. C'est un monument de la science-fiction. Après celui-ci, il y a encore 2 tomes. Alors celui-ci se termine, donc vous pouvez lire Hyperion, la chute d'Hyperion et vous arrêter là. Il y a une suite qui s'appelle Endymion et l'éveil d'Endymion, qu'on lira avec Dorian, qui se passe dans le même monde. Celui-ci se termine avec des personnages que j'ai adorés de A à Z, notamment Sol et sa fille qui est atteinte du syndrome de Merlin. C'est-à-dire qu'elle régresse, elle avait 36 ans, elle redevient un enfant puis un bébé, puis elle va disparaître. Donc son père essaie de trouver une solution grâce au tombeau du temps. Voilà, il y a toute une réécriture, toute une mythologie autour de la Trinité, etc. C'est assez intéressant, mais c'est monumental. Voilà, je peux quand même vous conseiller de lire Hyperion, qui est pour moi nécessaire si vous vous intéressez à la science-fiction.
Toujours science-fiction, je l'ai mis là-dedans. Je vais aller vite également parce que c'est un tome 2. Nous avons lu au mois d'avril 1Q84 de Haruki Murakami. Donc en français ça donne 1Q84 aux éditions Belfond. Voilà. Tome 2. Donc je vous rappelle que ici on est dans du pur Murakami. On oscille entre le thriller, le fantastique, la science-fiction. Nous sommes dans le premier tome avec 2 personnages qui ne se côtoient à aucun moment. Les chapitres sont alternés entre Aomame, qui est en gros une tueuse à gages, et Tengo, qui est prof de maths et qui à côté va aider une jeune femme à réécrire son roman. Voilà. On voit pas très bien quel est le lien entre les deux au départ, et puis au fur et à mesure les choses vont se tisser, on va comprendre qu'ils se connaissent, ces 2 personnages. Ce deuxième tome est quand même très lent par rapport... Alors déjà que c'est lent le premier tome. Voilà, si vous voulez un bouquin où il se passe plein de choses, ne lisez pas Haruki Murakami parce que c'est quand même assez contemplatif, c'est assez onirique. Mais c'est très intéressant, mais on est beaucoup dans la psyché des personnages, il se passe pas énormément de choses, on est toujours dans le... En fait on est vraiment dans le quotidien des personnages. Moi j'aime beaucoup parce que j'adore les 2 personnages, soit Omame ou que ce soit Tengo, je les trouve très très intéressants. Mais il se passe pas une tonne de trucs. Il y a quand même une rencontre, à un moment donné, qui est cruciale dans le roman. On commence à en savoir plus sur ce que sont ces fameux Little People. Les Little People, espèce de métaphore de secte. On ne sait pas encore vraiment très bien de quoi il s'agit. Bref, il se passe des choses. Et le tome 3 est prévu au mois de mai. J'espère qu'il sera à la hauteur. On verra bien ça. Donc je passe rapidement, mais ils sont sortis en poche depuis très longtemps. Chez Pocket, je crois. Je passe à un énorme coup de cœur, toujours en science-fiction. Je vous parle des versions de Alastair. Je suis désolée, je me trémousse, mais je ne sais pas comment me mettre par rapport à mon pied. Donc c'est un peu... Excusez-moi pour la bougeotte. Donc, et version de Alastair Reynolds aux éditions Le Bélial, que j'ai lu en... Je crois que je l'ai commencé du style un mercredi en fin d'après-midi et le jeudi je l'avais terminé. C'était vraiment très bien. On est dans la science-fiction. Alors je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup parce que sinon ce serait vraiment vous gâcher votre lecture. Nous sommes... Alors je dirais qu'au début on est peut-être au... Je sais pas, peut-être fin 18e, début 19e siècle. On est avec une expédition en Norvège ou sur un bateau, et on va suivre nous Silas Code qui est le chirurgien, le médecin du bateau. On est avec donc des marins, etc. C'est financé par un personnage qui s'appelle Topolsky qui est d'origine russe, un riche oligarque, et le bateau essaie de trouver une fissure dans une falaise pour accéder à ce qu'ils appellent l'édifice avec un E majuscule. Voilà, donc en fait on est vraiment... Je trouve qu'Alastair Reynolds déjà il écrit hyper bien. C'est la traduction, c'est de Pierre-Paul Duras-Tanti qui vraiment traduit à la perfection. On a vraiment l'impression d'être dans un récit de bateau, d'expédition, début du 19e siècle, etc. Et nous on voit cette expédition à travers les yeux du médecin, qui va nous faire rencontrer tous les personnages importants du bateau. Et qu'est-ce que c'est que cette chose vers laquelle ils veulent se rendre. Et puis il va se passer une chose, on comprend pas bien, et on a l'impression de revenir au début de l'histoire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Et en fait, au fur et à mesure, les choses vont s'enrichir, un peu comme un jeu de construction. On va en savoir plus sur l'expédition, sur cet édifice, etc., etc. Et au bout d'un moment, on va comprendre ce qu'il en est exactement. Je reste très mystérieuse, très évasive, c'est fait exprès. Parce que si je commence à vous raconter, vous n'allez pas le lire, ça va vraiment vous gâcher votre lecture. Ce que j'ai aimé, c'est déjà la manière dont c'est rédigé, dont c'est raconté. J'ai trouvé que c'était vraiment super, c'est très mystérieux. Et puis, on arrive à un moment donné et on commence à comprendre, les pièces du puzzle commencent à se mettre en place et j'ai trouvé que c'était hyper fort. Et alors le dernier chapitre, oh là là, il m'a mis j'ai eu les larmes aux yeux en fait, parce que voilà, quand on met tout en regard de ce qui s'est passé,
C'était vraiment une très très chouette lecture. On est dans la science-fiction. Voilà, allez-y, lancez-vous, ça se lit vraiment très bien et vous ne serez pas déçus. Et je termine, alors là c'est vrai que je vous ai présenté, je me rends compte que j'ai lu de la science-fiction et de la SF principalement, de la science-fiction et de la fantasy. Le seul thriller que j'ai lu, et c'est un énorme coup de cœur, avec cette horrible couverture moche, mais je ne comprends pas ce que vous avez fait les escales. Donc j'ai quelques questions à vous poser de Rebecca Mackay aux éditions Les Escales. Je comprends pas. J'aime pas en fait quand il y a des vrais personnages sur le... Surtout que la couve VO était pas trop mal. Bon bref, on s'en fout. Nous sommes avec Body Kane qui a une quarantaine d'années, elle est podcasteuse et en fait son podcast consiste à revenir sur les anciennes gloires du cinéma passé, mais des gloires féminines à qui il est arrivé des choses horribles, alors qui se sont suicidées ou qu'on a tué. Elle fait un peu du true crime, voilà. Et en fait, elle est invitée sur son ancien campus lorsqu'elle était étudiante, lorsqu'elle avait 18 ans, qui est un campus qui est assez chic dans le New Hampshire, qui est réservé quand même à des familles assez riches, et elle y revient pour donner des cours. Sauf qu'en fait, à l'époque où elle y était, Body, comment on peut dire, parce que c'était pas vraiment une copine, mais c'était sa colocataire, parce qu'elles étaient par deux dans les chambres. Donc sa colocataire Talia a été retrouvée morte, assassinée. Et le suspect, donc qui s'appelait Omar Evans, qui était noir, c'était le préparateur physique des équipes sportives. Donc en gros, le seul noir du campus a été désigné comme le coupable de tout trouver et croupi en prison. Bref, l'enquête a été résolue. Mais MeToo est passé par là. Body Kane, qui enquête sur des true crime qui ont un lien avec des femmes qui ont été battues par leur mari, etc., qui ont été victimes de la violence conjugale. Et fort de son expérience, puisqu'elle a plus de 40, elle a passé la quarantaine, repense à son passé, à ses études, à ses années ado, et se dit qu'il y a quand même des choses qui étaient bizarres. Alors, c'est une critique à la fois de la justice américaine, qui, une fois qu'elle a trouvé un coupable, ne veut plus entendre parler d'anciennes affaires. C'est très compliqué de faire bouger les choses. C'est une critique des années 90, ce qu'on a pu vivre, qu'on a pensé normal, entre guillemets, et qu'on ne referait plus aujourd'hui parce qu'il y a eu la vague MeToo. Donc elle repense à tout ça. Elle repense aux blagues sexistes, elle repense aux attouchements de certains garçons, elle repense au fait qu'on mettait beaucoup les garçons en avant dans son école, pas forcément les filles. Et puis elle repense à Talia, qui avait une relation assez spéciale avec les professeurs masculins. Voilà, et en fait tout ça, ça va faire son bonhomme de chemin. Elle va se dire, peut-être que celui qu'on a mis en prison n'est pas le bon coupable. Voilà. Elle va réouvrir entre guillemets l'enquête. On est en plus dans ce campus qui est complètement fermé du monde parce qu'on est dans le... Alors c'est un campus qui est dans une forêt, coupé du monde. C'est l'hiver, donc il y a la neige, etc. Et vous avez Body qui va un peu mener l'enquête à sa manière, qui va se rendre compte que certaines choses ont mal été, que l'enquête en fait a été complètement bâclée à l'époque. On pense avoir trouvé le coupable, il est noir, coupable parfait, on le met en prison et c'est fini. Voilà. J'ai vraiment aimé, j'ai adoré l'ambiance, j'ai aimé la manière dont c'est raconté, parce qu'en fait c'est raconté du point de vue de Body et vous avez quand même les... En fait elle va se remémorer au fur et à mesure son adolescence, ses années, et c'est fait de flashbacks continuels. Alors ça se lit très bien, il n'y a aucun souci de lecture, mais c'est des flashbacks continuels sur sa vie lorsqu'elle était étudiante sur ce campus. Et en fait on commence à voir que les choses ne sont pas aussi claires que ce qu'elles avaient été à l'époque. Comment est-ce qu'aussi on se refabrique des souvenirs, comment on se fabrique tout simplement des souvenirs en ayant entendu des rumeurs, en ayant un avis complètement tronqué. C'était vraiment très très bien. Et il y a deux parties, il y a une deuxième partie qui on va dire est beaucoup plus judiciaire, que j'ai bien aimé aussi. Franchement c'était bien, j'ai pas pu le lâcher.
Je crois que je l'ai lu en 2 jours. C'était vraiment hyper bien écrit, une psychologie très fine et un thriller, c'est entre le polar et le thriller qui nous fait réaliser plein de choses. Voilà. Je vous le conseille vraiment, ne vous arrêtez pas à cette immonde couverture. Voilà, mettez ma main à la place, mais c'était vraiment excellent. Penchez-vous, allez voir en librairie, commencez peut-être en librairie à feuilleter le premier chapitre. C'est fort, en plus elle met des extraits de ce qu'on peut entendre dans les journaux au sujet de victimes d'hommes. Voilà, c'est... voilà, voilà. Celle-là, parce que désormais elle n'est plus qu'une histoire, une histoire qu'on connaît ou pas, une histoire avec une panoplie limitée de détails, une histoire que l'on peut maîtriser en mémorisant des cartes et des chronologies. Voilà. Celle où la fille était, c'est l'histoire qu'on a racontée encore et encore, celle où la fille était assez jeune, assez blanche, assez jolie et assez riche pour que les gens y prêtent attention. C'est, j'adore sa plume en fait, je trouve que elle décrit tellement bien l'injustice qu'on fait aux victimes. C'est parce que c'était une femme, c'est parce que elle était blanche, c'est parce qu'elle était blonde, c'est parce qu'elle était grande, c'est parce qu'elle parlait trop. Voilà. Les excuses qu'on trouve aux bourreaux et aux meurtriers. Vraiment, allez-y, c'était super. Voilà, j'en ai fini de cet énorme bilan lecture. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez lu les livres dont je vous ai parlé, si vous les avez aimés ou pas. Voilà, venez, on en discute. Je vous mets toutes les références des livres dans la barre d'infos, donc vous pouvez facilement les retrouver. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite. Ciao!